Vous savez, l'économie c'est comme un bateau qui navigue en mer. C'est quelque chose qui vacille et dont l'état dépend de l'activité de la mer. Si elle est agitée, elle peut faire de nombreux dégâts. Et il arrive parfois que nos systèmes économiques soient confrontés à quelques perturbations. Dans l'histoire, certains économistes évoquaient déjà la notion de fluctuation. Et c'est notamment Joseph Alois Schumpeter qui va nous l'illustrer. Baigné dans la société capitaliste du XXe siècle, il va affirmer que le développement, qu'il appelle évolution, va permettre l'augmentation des richesses créées et donc des quantités de biens disponibles. Et dans cette société contemporaine, ce seraient les innovations qui seraient à l'origine de ces fluctuations, en ce sens que si un bien devient obsolète à long terme, alors l'état de l'économie serait compromis et ce serait la crise. Bon, il mettra en avant quelques figures, notamment l'entrepreneur qui va permettre cette création de richesse. En bref, à l'époque, les périodes de croissance économique, ce sont les périodes où jaillissent des grappes d'innovation avec un fort progrès technique. Et donc, graphiquement, on peut voir une succession de courbes qui sont de plus en plus courtes dans le temps. En effet, le progrès technique est de plus en plus présent dans nos sociétés avec cette recherche d'innovation constante. Changeons d'époque et atterrissons dans le présent, et je pense que ça va peut-être l'intéresser. La crise économique se caractérise par une dégradation brutale de la situation économique d'un pays ou d'une zone géographique. Sur le long terme, on parlera de récession économique avec une baisse du niveau de l'emploi, de la production, du niveau de vie et des excédents commerciaux. Monsieur, comment on évite les crises? Pourquoi il y en a en plus? Je comprends pas moi. Les éviter, très certainement si on connaît les origines de cette crise, et il y en a quand même quelques-unes. Et pour comprendre comment notre planète entière a subi les conséquences d'une telle crise depuis quelques années, il faut revenir bien en arrière pour comprendre comment cela a commencé. Pour faire court, tout aurait commencé aux États-Unis dans les années 2000. Et ben voilà, on va laisser peser, pourquoi faire compliqué? C'est vrai que là, sur le coup, il a pas tort. Ouais, il a vraiment pas tort, hein. Franchement, il a pas tort. Après les attentats du 11 septembre, la Banque centrale américaine, la Fed, a décidé de réduire ses taux d'intérêt, permettant des crédits de moins en moins chers. Par conséquent, on le devine bien, un plus large panel de personnes pouvait emprunter. Mais c'est bien là le problème. Les banques prêtaient de l'argent à des clients de moins en moins solvables, c'est-à-dire qu'ils ne garantissaient pas qu'ils allaient rembourser sur une période donnée leurs emprunts. Et donc, par une réaction en chaîne, certaines personnes vont finir par s'endetter totalement. On comprend donc bien que de plus en plus de personnes s'endettent et deviennent des clients à risque. Les banques lâchent cependant du lest et deviennent moins rigoureuses quant à l'émission de sommes d'argent. On comprend donc bien que l'endettement est l'une des premières sources de la crise économique. Mais c'est loin d'être aussi facile que ça. En effet, on connaît la crise de 2007 comme la crise des subprimes. Et un économiste avait assimilé cette crise avec le terme de surprise, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez, on avait des ménages aux revenus variables, mais très souvent faibles, qui s'endettaient par ces crédits subprimes qui étaient très souvent à taux variable. Alors, l'idée est simple, c'est que le montant du prêt est proportionnel au montant du revenu du ménage. Mais les banques américaines n'ont pas fait ça, puisqu'elles acceptaient de prêter n'importe quelle somme d'argent aux ménages, quel que soit leur revenu, et ce, dans le domaine de l'immobilier. Et c'est le logement qui en garantit, puisque à celui-ci s'ajoute une hypothèque, en ce sens que si un ménage ne peut rembourser son prêt, c'est la banque qui va se saisir de la maison pour la vendre afin de rembourser ce prêt. Arrive l'année fatidique de 2006 où la Banque centrale américaine décide d'augmenter le taux d'intérêt à 6% compte tenu de la hausse généralisée du niveau des prix. Alors forcément on comprend que pour les ménages, ça devient de plus en plus compliqué pour leur rembourser leurs prêts. Déjà que c'était pas facile au début. Et donc face à cela, la demande chute et c'est l'éclatement de la bulle immobilière. Une année plus tard, ce sera le krach boursier. Alors sachez quand même que certaines banques d'investissement à l'époque spéculaient en bourse sur cette bulle immobilière, mais lorsque les prix de l'immobilier chutèrent, eh bien la valeur de ces actions elle aussi diminuait. Alors si vous suivez bien, on passe d'une crise du crédit à une crise de l'immobilier, jusqu'à une crise financière avec la faillite de grandes banques
comme celle de Lehman Brothers. On le sait, les conséquences sont assez nombreuses, notamment la baisse de la confiance des banques et du ménage dans le crédit. Et certaines banques, faute de liquidité, ne pouvaient plus prêter de l'argent, ce qui paralysait fortement l'économie, notamment pour les entreprises dans l'investissement. Les banques centrales, dans leur dernière force, injectaient de l'argent dans les différentes banques du pays pour essayer de relancer l'économie et baisser les taux d'intérêt en vain. On arrive vers une crise économique globale. Mais pourquoi globale? Nous sommes dans la troisième phase de la mondialisation caractérisée par une véritable interdépendance des économies mondiales. Et donc, c'est-à-dire que si une économie dans un pays est en berne, forcément par effet de boule de neige, ses clients à l'étranger vont également subir ses conséquences. La France de son côté a quand même résisté à cette crise, parce que bien sûr en vendant du vin et du fromage on va pas aller bien loin, hein. Je plaisante bien sûr. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pendant 1 ou 2 années, la France est l'un des pays européens qui a le mieux résisté à la crise des subprimes. Monsieur, pourquoi est-ce que le rapport? Alors ça, c'est une très bonne question, puisque face aux événements de 2007 et de 2008, les ménages voient leur pouvoir d'achat diminuer, ce qui s'explique notamment par la raréfaction du crédit. En réaction à cela, les entreprises baissent leur production, ce qui est un véritable problème s'ajoutant à la difficulté de l'emprunt. Première conséquence, la demande intérieure nationale aux États-Unis recule, la production aussi. Deuxième conséquence, les États-Unis finissent par fermer à peu près leurs frontières, dépendent moins de l'étranger, ce qui va avoir une conséquence assez importante sur ses clients. Puisque comme elle se referme, elle va moins exporter et donc moins importer. Et des clients comme la Chine, qui est l'un des plus gros clients des États-Unis, vont également recevoir de plein fouet cet événement. Et on connaît, si les importations et les exportations baissent, pour les entreprises chinoises, c'est une baisse du carnet de commande, donc des licenciements et tout ce qui va avec. On finira donc par avoir une baisse de la production industrielle et un chômage massif en Chine, mais dans de plus en plus de pays dans le monde. Par cette réaction, voilà comment on passe d'une crise immobilière à une crise économique grave comme celle que l'on connaît depuis 2007. On compterait 4 types de crises: la crise marxiste, la crise libérale, la crise keynésienne et la crise schumpeterienne. Pour vous dire que c'est loin d'être facile, hein. La question actuellement qui se pose et qui s'est toujours posée, c'est comment sortir de la crise. Il n'y a pas véritablement de bonne réponse, il y a différentes politiques possibles, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même avoir été le plus clair possible. C'est loin d'être simple d'expliquer les origines de la crise, et notamment celle de 2007 qui est quand même assez compliquée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur la page du bulletin d'écrivain, nous envoyer un mail à l'adresse dans la description. N'hésite pas à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur quoi? On ne sait pas. C'est l'avenir qui nous le dira. Ciao! Le sapin est un grand symbole de Noël dans les foyers, les commerces et les espaces publics. Alors chez Noël, le sapin symbolise la persistance des feuilles, la vie, les pouvoirs magiques au plus profond de l'hiver. Et il faut savoir que si on remonte à l'Empire romain,